Donc, bonjour à tous et bienvenue, on me voit très bien. Bienvenue lors de ce webinaire organisé par l'IFSI Saint-Joseph, qui en fait regroupe aussi l'IFAS et l'IFAP. Voilà. Donc, on a décidé de faire un point sur les modifications législatives et les conséquences pour les IDE, les AS et les auxiliaires de périculture. Alors, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui pour cette présentation, qui effectivement est organisée par l'IFSI du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Donc, je suis Benjamin Préville, un des formateurs de la filière aide-soignante au sein de l'IFSI, et je suis accompagné de mes collègues pour co-animer cette présentation. Donc, bonjour et merci d'être présent. Je suis Sandrine Lafitte, je suis responsable de la filière aide-soignante. Bonjour, Delphine Bouillet, responsable de la formation auxiliaire de périculture. Bonjour, Isabelle Vizutier, responsable de la formation continue au sein de l'IFSI et donc en particulier de l'organisation des sessions de formation tuteur où dans les prochaines je parlerai de cette modification. Alors, cette présentation va durer à peu près 1 heure. J'ai plus à dire. Ça m'échappe. Désolé, non, petite composante technique. Mais ce n'est pas Cette grave. présentation va durer à peu près 1 heure et donc durant cette présentation, on va s'intéresser tout d'abord aux nouveaux textes de loi qui sont sortis l'été dernier et qui modifient le rôle propre infirmier, donc le rôle sur collaboration des auxiliaires de puériculture et des aides-soignantes. Donc on verra l'impact de ces modifications législatives sur les pratiques professionnelles. Et dans un second temps, on parlera des nouveaux référentiels de formation, vu que les formations également de ces professionnels sont modifiées. Donc, il y aura 2 temps d'échange où on répondra à vos questions, un à la fin de la première partie et un à la fin de la seconde partie. Donc, n'hésitez pas à les poser durant le chat et puis on y répondra à la fin. Parfois, il y aura des petites spécificités, soit que pour les aides-soignants, soit que pour les auxiliaires de puériculture. Et donc, il y aura des couleurs particulières. Donc, violet pour les auxiliaires de puériculture et vert pour les aides-soignants. Alors, tout d'abord, la première modification qu'il y a eu cet été, c'est une modification qui date du 23 juillet 2021 et qui modifie les textes de loi du Code de la santé publique, le R4311-4 et le R4311-5. Et donc, ces textes de loi sont des textes que vous connaissez peut-être, vu qu'ils régissent le métier d'infirmier, la collaboration avec les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, ainsi que le rôle propre de l'infirmier. Donc ça, c'est la première modification. Deuxième modification, c'est l'arrêté du 10 juin 2021 qui, lui, a modifié la formation initiale conduisant au diplôme d'état d'aide-soignant et au diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture. Donc en fait, ces 2 textes sont liés, hein, les modifications de l'un influencent l'autre et vice-versa. Alors, on va s'intéresser maintenant à voir un peu plus concrètement ces modifications. Alors, tout d'abord, le R4311-4, donc le rôle propre infirmier. Donc là, ce que vous avez affiché à l'écran, c'est l'ancienne version de ce texte de loi. Et donc, les modifications qui ont été apportées cet été vont s'afficher maintenant. C'est-à-dire qu'on a eu un changement de dénomination. Les AMP sont devenus des accompagnants éducatifs et sociaux. Et donc, la grosse nouveauté de ces textes de loi, c'est un nouveau paragraphe qui a été rajouté, qui est celui que vous voyez maintenant à l'écran, et donc qui nous dit que l'infirmier ou l'infirmière peut également confier à l'aide-soignant ou à l'auxiliaire de puériculture la réalisation, le cas échéant, en dehors de sa présence, et donc c'est ça la grosse nouveauté, hein, c'est de pouvoir le faire en dehors de la présence de l'infirmier, des soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins qui sont liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourrait être réalisée par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant. Donc, on va essayer de redéfinir un peu tout ça, de décortiquer ce texte de loi. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même 2 conditions qui sont essentielles hein, pour cette autonomisation des aides-soignants ou de l'auxiliaire de puériculture. C'est d'une part que ce soit des soins courants de la vie quotidienne. Et on va revenir sur la définition des soins courants de la vie quotidienne. Et deuxièmement, que ce soit des soins qui soient réalisables par la personne elle-même, si elle était autonome ou par un aidant. D'accord? Et donc, c'est bien des critères cumulatifs. Hein, il faut que les 2 critères soient remplis pour que les soignants aient une autonomie par rapport à ces rôles-là. Ils sont toujours sous collaboration, hein, autonomie dans le sens que l'infirmier ne soit pas présent
à ce moment-là. Le R4311-5, c'est l'article qui définit le rôle propre de l'infirmier. Alors cet article, il est assez dense, il est assez long parce que c'est en fait un listing des actes du rôle propre infirmier. Donc si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez flasher le QR code qui est affiché sur la présentation en haut à droite, qui va vous renvoyer sur la page qui définit ce rôle propre infirmier, enfin qui définit les actes dépendants du rôle propre infirmier. Je vous les affiche là en petit. On ne va pas tous les reciter, on va surtout s'intéresser à ceux qui ont été modifiés durant ces réformes de cet été. Et donc, on va faire une petite comparaison avant-après. Alors déjà, on a l'acte numéro 6, qui était avant formulé comme la surveillance des médicaments sous forme non injectable, l'effet et l'éducation du patient. Et donc maintenant, on parle de la surveillance de leurs effets et de l'accompagnement éducatif de la personne. D'éducation du patient, mais d'accompagnement éducatif de la personne. On a aussi un changement de vocabulaire concernant pas mal d'actes de cette liste de rôle propre, où on parlait avant de patients et on parle maintenant de personnes. Donc, ça élargit quand même un peu le cadre dans lequel intervient le rôle propre infirmier. Avec la personne, on parle aussi de ce qui pourrait se faire à domicile ou dans des structures non hospitalières. Concernant l'acte numéro 9, donc avant, c'était formulé ainsi, la surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et les changements de sonde musicale, qui était du rôle propre infirmier. Et donc maintenant, on a un 9 bis qui s'est rajouté, qui est le changement de support et de poche de colostomie cicatrisée. Donc ça, on verra que c'est important parce que donc là, ces actes, ce sont des actes de rôle propre infirmier, mais notamment cet acte 9 bis, et ça sera un rôle qui peut être délégable à l'aide-soignant, et on va y revenir un peu. L'acte numéro 13, avant, on avait donc la formulation de préparation et de surveillance du repos et du sommeil. Et il a été rajouté un 13 bis qui stipule que l'infirmier sur rôle propre peut poser et changer un masque respiratoire en situation chronique, hormis tout dispositif d'insufflation ou d'exsufflation. Alors, on a essayé de comprendre, nous, ce que signifiait cette formulation qui était un peu compliquée. Ce qu'on en a déduit, et c'est une interprétation qui est locale, qui est issue des équipes de l'IFSI, c'est qu'on nous parlait en fait surtout des masques pour les patients atteints de syndrome d'apnée obstructive du sommeil et des masques de CPAP, donc ce qui correspond à la situation chronique du patient qui peut mettre son masque toute la nuit pour être sous CPAP. Il y a eu une modification aussi de l'acte numéro 19. Donc l'acte numéro 19, c'était l'acte qui décrivait tout ce qui était surveillance clinique, paraclinique des patients avec la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, etc. Et donc là, il a été rajouté la fréquence respiratoire en plus du rythme respiratoire, la saturation en oxygène, qui ne faisait pas partie, en tous les cas, dans le texte de loi par écrit avant, du rôle propre infirmier. A été rajouté aussi le calcul de l'indice de masse corporelle à l'aide d'un outil paramétré et également la mesure du périmètre crânien. C'était peut-être des choses qui se faisaient sur le terrain, mais en tous les cas, qui n'avaient pas leur traduction législative dans le rôle propre infirmier, et maintenant ça a été rajouté. L'acte numéro 29, donc avant on nous parlait des irrigations de l'œil et des instillations de collyre, et donc maintenant on nous parle de lavage et d'irrigation oculaire et instillation de collyre. Donc là pareil, ça a légèrement élargi le champ de compétences. L'acte numéro 33, avec la pose de timbre tuberculinique et les lectures des résultats, et donc maintenant on est passé à la lecture de l'intradermal réaction pour le test tuberculinique. Les actes 39 et 39 bis, où là encore pareil, c'est des actes où on nous décrivait tout ce qui était recueil d'éléments paracliniques. A été rajouté la captation capillaire brève ou lecture transdermique de la glycémie. Avant, c'était juste spécifié glycémie, on ne savait pas par quelle méthode. Donc maintenant, ça a été spécifié. Le taux de bilirubine par lecture instantanée transcutanée, donc ça, on verra aussi que c'est des actes qui auront des conséquences, donc qui ont été rajoutés dans les référentiels de formation aide-soignants et auxiliaires de puériculture. Et enfin, a été rajouté aussi un 39 bis concernant cet acte-là, qui stipule que l'infirmier sur rôle propre peut recueillir de manière aseptique des urines lors de situations d'urgence, à l'exclusion du recueil par un sondage urinaire. Voilà. Donc tout ça, c'était des actes qui sont du rôle propre infirmier. Ce n'est pas des actes qui sont forcément réalisables
par les aides-soignants ou par les auxiliaires de puériculture, mais on va maintenant essayer de comprendre quels sont les actes que peut réaliser un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture. Alors, donc on a tous les actes qui existent dans le monde médical. Déjà, il a le droit de réaliser que les actes qui sont du rôle propre infirmier. Les actes qui ne sont pas du rôle propre infirmier, il ne peut pas les réaliser. Et parmi tous les actes du rôle propre infirmier que l'on vient de voir, il ne peut réaliser que ceux pour lesquels ils ont été formés. Voilà, et ça maintenant c'est la deuxième chose aussi à laquelle on va s'intéresser, c'est quels sont les actes pour lesquels ils vont être formés. Et donc il va falloir finalement comparer ces deux listes, celle du rôle propre infirmier et celle des actes dans les référentiels de formation, pour aboutir à finalement sur le terrain, qu'est-ce qu'a le droit de faire un aide-soignant. Autre subtilité, cet aide-soignant maintenant il a le droit de les faire de deux façons, ces actes. Soit c'est des soins qui sont aigus, et donc il sera obligé de les faire en collaboration avec un infirmier, c'est-à-dire que l'infirmier devra être présent physiquement à ce moment-là pour réaliser les soins, et ça c'est ce qu'on connaissait déjà. Et deuxièmement, on vous parle de soins courants, où là maintenant, suite à la modification législative, l'aide-soignant peut les faire, le cas échéant, en dehors de la présence de l'infirmier. C'est ça la grosse nouveauté. Alors maintenant, finalement, quels sont les actes pour lesquels vont être formés les auxiliaires de puériculture et les aides-soignants? Et bien pour ça, on a l'annexe 3 de l'arrêté du 10 juin qui est en fait le référentiel de formation AS et auxiliaires de puériculture et qui va faire un listing de tous ces actes. Alors là, pareil, la liste est longue. Je ne vais pas refaire toute la liste, je vais surtout m'intéresser aux actes qui ont changé et donc aux nouveautés de ces référentiels de formation version 2021. Alors voici les nouveautés. Tout d'abord, on a la réalisation d'aspiration endotrachéale sur orifice trachéal cicatrisé et non inflammatoire, le changement de lunettes à oxygène courbe avec tubulure sans intervention sur le millimètre, la pose et le changement de masque pour l'aide à la respiration en situation stable chronique. Donc ça, on l'avait vu précédemment. Le renouvellement de poche et de support sur colostomie cicatrisée. Avant, on nous parlait uniquement de la poche. Maintenant, le support, donc le socle de colostomie sur une colostomie cicatrisée, pourra être changé par un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture. La pose de suppositoire d'aide à l'élimination, le lavage oculaire et l'instillation de collyre, l'application de crème et de pommade, la mesure de la saturation en oxygène, le recueil de la glycémie par captation capillaire ou par lecture instantanée transdermique, le recueil aseptique d'urine hors de la sonde urinaire, et enfin un acte qui concerne uniquement les auxiliaires de puériculture, qui est la lecture instantanée de la bilirubine par voie transcutanée, qui est uniquement dans le référentiel auxiliaire de puériculture. Donc voilà, donc tous ces actes, les aides-soignants vont y être formés, donc les aides-soignants qui seront diplômés à la fin des sessions de formation qui vont commencer donc, à partir de 2022 pour certains centres de formation, peut-être dès juillet 2021. Ils auront été formés durant leur formation initiale sur ces actes-là. Et donc, ils pourront les faire dans le cadre législatif qu'on a vu précédemment. Donc maintenant, on va s'intéresser à définir justement quels sont ces soins courants de la vie quotidienne et quels sont ces soins aigus dont on a parlé précédemment. Et pour cela, je vais laisser la parole à ma collègue, Madame Lafitte. Donc, les soins ont pour but de répondre donc aux besoins fondamentaux. Donc, deux types de soins. Nous avons les soins courants dits de la vie quotidienne et les soins aigus. Pour les soins courants de la vie quotidienne, ce sont des soins qui sont réalisés, donc toujours pareil, hein, toujours sur le contrôle et la responsabilité, c'est une co-responsabilité avec l'infirmière ou l'infirmière puéricultrice. Ces soins permettent d'assurer la continuité de la vie dans une situation où le patient ou la personne peut être autonome partiellement ou dans un cadre d'état de santé qui est stable. Donc, pour qu'un soin soit qualifié de soin de vie quotidienne, donc il faut que la personne puisse réaliser éventuellement elle-même ce soin ou un aidant puisse le réaliser. Et ensuite, il faut que son état soit stable ou alors on soit dans un contexte de pathologie chronique instabilisée. Pour les soins aigus,
Donc, les soins aigus, il y a 3 critères qui se cumulent. Le premier, ce sont des soins qui sont exclusivement réalisés par un professionnel de santé. Donc là, on n'est pas en présence, il n'y a pas la possibilité que les dents puissent le faire. Ils sont dispensés dans une unité à caractère sanitaire et il est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Et ensuite, donc, ce sont des soins qui sont dispensés durant une phase aiguë de l'état de santé. Alors, nous avons pris plusieurs exemples. Par exemple, le soin d'un patient qui est sous dialyse péritonéale. Donc, c'est un soin qui est dans l'article R4311-5. Par contre, ça ne fait pas partie du référentiel de formation des aides-soignants. Et par contre, ça fait partie des soins courants de la vie quotidienne. Donc, est-ce que l'aide-soignant pourra faire ce soin ou pas? Ben, non, puisque l'aide-soignant ne sera pas formé dans ce cadre-là. Ensuite, pour le soin d'intubation va-vue, donc c'est fait partie donc de l'article R4311-5. L'aide-soignante, elle, sera formée par rapport donc, à cet acte-là. Par contre, ça ne fait pas partie des soins courants. Donc, elle pourra le faire, mais on est dans un contexte de soins aigus, donc elle pourra le faire en collaboration. La réalisation de l'hémoglucotest. Donc, ça fait partie de l'article R4311-5. L'aide-soignante, en effet, sera formée à partir donc, de ce nouveau référentiel de formation. Par contre, alors c'est là où on est entre les deux, c'est-à-dire que ça peut être un soin, l'hémoglucotest peut être fait dans le cadre d'un soin courant, quand, par exemple, la personne est dans un état stable et il y a une surveillance glycémique d'un patient qui est stabilisé. Mais par contre, voilà, dans le cadre d'un soin aigu où l'état de santé du patient n'est pas stable, cet acte devra être réalisé en collaboration avec l'infirmière. La réalisation d'une aspiration trachéale chez un patient trachéotomisé, donc c'est un soin qui fait partie de l'article R4311-5. L'aide-soignante sera formée, ça rentre dans le cadre du référentiel de formation. Et là aussi, par contre, nous sommes partagés entre le soin de la vie quotidienne quand c'est un patient chronique et par contre, ça peut être aussi un soin aigu. Et à ce moment-là, donc, cela se fera dans la collaboration avec l'infirmière. Voilà. Donc, il faut pour cela que cela relève des soins courants. Il faut que l'orifice soit cicatrisé et non inflammatoire. Donc, voilà. Voilà la première partie de notre présentation. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aurais une question. Donc, les personnes qui vont être formées à partir de soit septembre 2021, qui sortiront en juillet 2022, ils auront été formés. Ceux qui vont rentrer en janvier, ils auront été formés. Mais pour tous les professionnels qui ont eu leur diplôme avant, comment ça va se passer? Alors, c'est une très bonne question. La DGOS a répondu à ça en disant qu'il faudrait une attestation de formation. Alors, attestation qui sera déjà délivrée, et là, je parle pour l'IFSI de Saint-Joseph, pour notre formation d'aide-soignant qui sort dès la diplomation de décembre 2021. On les a formés à ces nouveaux actes. Donc, eux sortiront avec une attestation de formation à ces actes-là. Pour les aides-soignants antérieurs à cette date, on ne sait pas trop. Théoriquement, il faudra qu'ils présentent une attestation de formation pour justifier leur formation sur ces actes. Un peu comme ce qui se faisait avant avec l'aspiration endotrachéale. Pour le faire, il devait déjà justifier d'une attestation de formation. Voilà. Pour faire la différence finalement entre ces deux catégories d'aides-soignants, on pourra regarder le diplôme. Le grade, enfin le niveau de diplôme changera entre l'ancien référentiel et le nouveau référentiel.
C'est vrai qu'il y aura sans doute un temps d'adaptation. Alors, une question qui apparaît, le chat, qui va former les élèves alors que les professionnels ne sont pas formés aux nouveaux actes, les professionnels de terrain? Alors, par rapport aux actes, alors, je prends l'exemple de la glycémie capillaire. Les infirmières peuvent former les élèves aides-soignants sur les terrains de stage. Il n'y a aucun problème de ce côté. Voilà. Après, par contre, au niveau des terrains de stage, quand les aides-soignantes et les professionnels auront eu la formation, une formation avec une attestation de formation, elles pourront à ce moment-là encadrer les élèves sur ces nouveaux actes. Oui, ce qui veut dire qu'on va organiser des formations, je ne sais pas encore sous quelle forme, on va dire, mais justement pour former les diplômés antérieurs à 2022 à ces différents actes, à Lucie. Et sachant que courant 2022. Quand on regarde en plus la liste de ces nouveaux actes, finalement, on se rend compte que dans la plupart des cas, c'est des actes qui se faisaient déjà sur le terrain, ou en tous les cas sur certains terrains, et que, par exemple, mesurer la saturation ou faire des aspirations, c'est des choses qu'on pouvait déjà voir réalisées par des professionnels. Donc après, s'assurer que ces professionnels soient compétents, c'est une autre question, mais dans la plupart des cas, c'est des actes qui étaient déjà faits, en fait, par les aides-soignants. Il est bien évident que ces formations seront ouvertes à l'extérieur. Il y a même la possibilité de faire des formations et d'aller sur site. S'il y a beaucoup de professionnels d'un établissement extérieur à former, moi, je m'adapterai à toutes les demandes, on va dire. Après, il faudra laisser du temps. Ça ne va pas se faire en janvier 2022, pardon. C'est pas possible, mais ce sera adressé à l'extérieur aussi. Et bien évidemment, toutes ces modifications seront présentées dans les formations tuteurs qui vont être à partir en 2022. J'ai déjà commencé, j'avais une session qui s'est déroulée entre octobre et qui se termine en décembre, là, puisque c'est 2 jours. J'ai déjà commencé à informer les personnes qui étaient présentes de ces changements au niveau du référentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous avez des réponses sur les questions? J'ai l'information sur le site. Il y aura des informations sur le site internet de l'IFSI dès qu'on aura un peu plus de visibilité sur cette formation et sur les dates à venir. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la suite de la présentation. Donc là, on avait vu un peu les modifications finalement de la pratique des professionnels. On a vu des modifications qui concernaient les infirmiers, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture. Mais comme je vous l'avais signalé, ces modifications législatives, elles vont aussi impacter la formation. Maintenant, on va vous parler de qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va changer dans la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture. Et donc pour cela, je vais laisser la parole à ma collègue. Alors, concernant le niveau référentiel de formation, la définition du métier d'auxiliaire de puériculture est inscrite actuellement. En tant que professionnel de santé, l'auxiliaire de puériculture est autorisé à dispenser des activités d'éveil et d'éducation et réaliser des soins d'hygiène et de confort pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de l'enfant, dans le cadre du rôle propre de l'infirmier et dans des actes spécifiques définis prioritairement pour l'infirmière puéricultrice et en collaboration et dans le cadre d'une responsabilité partagée. Ce qui est nouveau et ce qui est inscrit dans ce référentiel de formation, c'est 3 missions reflétant la spécificité du métier qui sont définies. Premièrement, accompagner l'enfant dans les activités de la vie quotidienne et sociale, collaborer au projet de soins personnalisés dans son champ de compétences et contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. Concernant la définition du métier de l'aide-soignant, en tant que professionnel de santé, l'aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie quotidienne ou des soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie
le bien-être et l'autonomie de la personne dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et dans le cadre d'une responsabilité partagée. Il y a 3 missions, bien évidemment, qui reflètent la spécificité du métier. Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie. Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences et contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. Ce qui va également changer avec ce nouveau référentiel de formation, c'est la sélection des apprenants pour entrer en formation. Donc maintenant, la nouvelle mouture de cette sélection, c'est tout d'abord que l'inscription est gratuite. Avant, il y avait des frais d'inscription, des frais de concours qui ont disparu. Donc maintenant, il n'y a aucun frais pour les candidats pour entrer en formation. Il n'y a plus qu'une seule étape de sélection. Avant, on avait une étape d'admissibilité puis d'admission. Maintenant, il n'y a qu'une seule étape qui consiste à, d'une part, analyser le dossier du candidat et d'autre part, analyser sa motivation durant un entretien de motivation qui dure entre 15 et 20 minutes. La grille de notation, c'est une grille qui est régionale et qui est supervisée par l'ARS. Tous les centres de formation de l'Île-de-France ont la même grille de notation pour les rentrées en école d'auxiliaire d'agriculture et en école d'aide-soignants. Le jury qui mène ces entretiens de sélection et l'examen des dossiers, il est constitué d'un cadre formateur de la filière concernée, aide-soignant pour aide-soignant, auxiliaire de puériculture pour auxiliaire de puériculture, et donc d'un aide-soignant professionnel sur le terrain en activité ou d'une auxiliaire de puériculture dans le cadre de la formation auxiliaire de puériculture. Les seuls qui dérogent un peu à cette entrée en sélection, c'est les personnes qui sont déjà ASH et qui peuvent être dispensées d'une partie de la sélection, notamment de l'entretien, et qui peuvent entrer en formation sans l'entretien de motivation. Il y aura quand même l'analyse du dossier, et tout ça dans la limite d'un pourcentage de places ouvertes. Et c'est que les ASH qui justifient d'au moins d'un an d'expérience professionnelle, des gens qui ont déjà une certaine expérience du milieu hospitalier. Le but de toutes ces modifications, c'est globalement de faciliter l'entrée en formation et de pousser un maximum de candidats à postuler dans les écoles. Grosse modification également de ce nouveau référentiel de formation, c'est la fin des cursus partiels. Avant, on avait des cursus partiels, maintenant on parlera d'allègement de formation. Et le but est de créer un certain nombre de passerelles entre les formations du monde paramédical. Alors, ces passerelles, elles sont assez nombreuses. Elles sont toutes différentes aussi. C'est quand même le gros changement. C'est que maintenant, chaque passerelle donnera un peu une formation à la carte. Et voici la liste des diplômes qui permettront de rentrer avec des passerelles et donc des allègements de la formation. Tout d'abord, quand on est auxiliaire de puériculture et qu'on veut faire aide-soignant ou l'inverse, la formation sera fortement allégée. Deuxièmement, quand on est titulaire d'un CAP accompagnement éducatif petite enfance, on pourra rentrer en formation d'auxiliaire de puériculture avec un allègement de la formation. On a aussi les bacs pro ASSP, accompagnement, Service à la personne. Oui. Soins et services à la personne. Accompagnement, soins et services à la personne, pardon. Les bacs pro SAPAT, qui doivent dire soins à la personne et territoire, c'est en lien avec les territoires. Donc voilà, les titres professionnels d'assistante de vie aux familles, les titres professionnels d'agents de services médico-sociaux, le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social, donc qui est le nouveau diplôme qui remplace le diplôme d'aide médico-psychologique et d'auxiliaire de la vie scolaire, le diplôme d'assistant de régulation médicale, donc les personnes qui travaillent dans les centres d'appel du SAMU pour répondre au téléphone des centres 15, et le diplôme d'ambulancier. Donc toutes ces formations peuvent donner lieu à des allègements des passerelles. Alors ce n'est pas du tout dans la sélection est identique, mais c'est dans la réalisation de la formation par la suite. Cette formation, elle s'organise de manière un peu différente également. Alors déjà, elle a été rallongée. On passe de 1435 heures de formation à 1540 heures de formation. Donc concrètement, c'est 3 semaines de formation en plus par rapport à avant. Et cette formation, elle se divise à temps égal entre la théorie et la pratique. Donc on a 770 heures de théorie, 770 heures de pratique.
Cette théorie, elle va s'organiser sous forme de 10 modules pour les aides-soignants, 11 modules pour les AXP, enfin 10 plus 1 bis, dirons-nous. Et pour le côté pratique, il y aura 11 compétences qui vont être évaluées. Le lien finalement entre la partie théorique et la partie pratique, ça va être ce qu'on va appeler des blocs de compétences. Et là, c'est un nouveau vocabulaire qui apparaît. Ces blocs de compétences qui sont au nombre de 5, ils vont vraiment faire la passerelle, ils vont englober à la fois certains modules, à la fois certaines compétences qui seront évaluées sur les terrains de stage. Alors, quelque chose qui va vous concerner directement, ça va être les stages et les modifications des modalités concernant les stages. Alors, pour les stages, on passe à 4 périodes de stage uniquement, au lieu de 6 précédemment pour les aides-soignants, ce qui était 6 aussi pour leurs pratiques. Donc, on était assez savant, maintenant on passe à 4. 3 stages qui vont durer 5 semaines, qui s'appelleront les stages A, B et C, et un stage de 7 semaines, qui sera le stage D, et qui sera le dernier stage réalisé donc. Durant ces stages, il faudra forcément qu'il y ait une expérience de travail de nuit et une expérience de travail en week-end. Alors, expérience ne veut pas dire stage, pas un stage complet à faire de nuit ou un stage complet à faire en week-end, mais durant leur formation, il faudra que les étudiants aient expérimenté le travail de nuit et le travail en week-end. Pour les auxiliaires de puériculture, le référentiel stipule que parmi les 4 stages, au moins une période doit être effectuée auprès d'enfants en situation de handicap physique ou psychique. Pour les aides-soignants, on a aussi cette condition de stage auprès de personnes en situation de handicap, mais en plus, on rajoute un stage auprès de personnes âgées. Pour préciser un peu sur le stage D de cette semaine, le but, c'est vraiment que ça soit une période un peu passerelle entre la formation et la vie professionnelle, un peu à l'image du stage pré-pro chez les infirmiers. Et le but, c'est de faire une évaluation un peu globale de toute la formation. C'est vraiment en fin de formation. Et ça déboucherait idéalement sur une embauche si le stage se passait bien et bien sûr si le terrain de stage était intéressé. D'où le fait d'avoir une période plus longue pour augmenter cette collaboration entre le terrain de stage et l'étudiant. Alors, on va maintenant vous décrire un peu ces blocs de compétences, ces modules et ces compétences. Et tout d'abord, on va commencer par le bloc numéro 1 de la formation d'auxiliaire de puériculture. Alors, ce bloc numéro 1, ce module-là est sur, ce bloc est sur 196 heures. Le module 1 concerne 147 heures sur l'accompagnement de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne et sociale. Ce qui a changé en intervention, c'est le module 1 bis, où il y a un acte 28 heures qui vont être dédiées sur l'activité d'éveil, de loisirs, d'éducation et d'accompagnement à la vie sociale qui n'existait pas sur l'ancien référentiel. Et le module 2, repérage et prévention des situations de risque. En lien avec ça, les compétences. La compétence 1, c'est accompagner l'enfant et son entourage dans les actes essentiels de la vie quotidienne et sociale, personnaliser cet accompagnement à partir de l'évaluation de leur situation personnelle et contextuelle et apporter les réajustements nécessaires. Le module 1 bis est en lien avec la compétence 1 bis. Élaborer et mettre en œuvre des activités d'éveil, de loisirs, d'éducation et d'accompagnement à la vie sociale adaptées à l'enfant et aux enfants. Et la compétence 2, identifier les situations à risque lors de l'accompagnement de l'enfant, mettre en œuvre des actions de prévention adéquates et les évaluer. Pour le bloc de compétences numéro 1 de la formation aide-soignante, donc nous, il y a 168 heures donc, au niveau théorique, avec en module 1 l'accompagnement d'une personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale, et dans le module 2, le repérage et prévention des situations à risque. Et d'un point de vue pratique, donc 2 compétences aussi. La compétence 1 qui est accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et de la vie sociale, personnaliser cet accompagnement à partir de l'évaluation de leur situation personnelle et contextuelle et apporter les ajustements nécessaires. Et la compétence 2, donc identifier les situations à risque lors de l'accompagnement de la personne, mettre en œuvre des actions de prévention adéquates et les évaluer. Compétence 2, le bloc 2, compétence 3, module 3, évaluation de l'état clinique d'une personne. Le module 4, mise en œuvre des soins adaptés à l'enfant, évaluation et réajustement. Module 5, accompagnement de la mobilité de la personne aidée. En pratique, compétence 3, évaluer l'état clinique d'une personne
tout à l'agir pour adapter le parti dans le soin. Compétence 4, mettre en œuvre des soins adaptés à l'état de l'enfant. Et compétence 5, accompagner la personne dans son installation et ses déplacements en mobilisant ses ressources et en utilisant les techniques préventives de mobilisation. Donc, pour le bloc de compétences numéro 2 pour la formation aide-soignante, donc c'est l'évaluation de l'état clinique et la mise en œuvre des soins adaptés en collaboration, avec le module 3 qui est tout ce qui est l'évaluation de l'état clinique. Le module 4, le module 4 est en lien avec donc, les soins qui seront mis en œuvre. Et le module 5, c'est l'accompagnement de la mobilité de la personne aidée, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec l'ergonomie. En pratique, en stage, ce sera donc la compétence 3, la compétence 4 et la compétence 5. C'est évaluer donc l'état clinique de la personne, mettre en œuvre donc des soins adaptés à l'état de la personne et accompagner la personne donc dans son installation, ses déplacements, en mobilisant ses ressources et en utilisant les techniques préventives de mobilisation. Ensuite, le bloc de compétences numéro 3, il est identique donc aux deux formations. Il y a 91 heures de théorie, donc il repose sur l'information et l'accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants. C'est-à-dire, c'est le module 6 qui est en lien avec tout ce qui est soins relationnels, communication avec des personnes et l'entourage, et le module 7 qui est l'accompagnement des personnes en formation avec la communication avec les pairs. Donc, en stage, en pratique, la compétence 6, c'est établir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne et son entourage. Et la compétence 7, informer les pairs, les personnes en formation et les autres professionnels. Le bloc de compétences numéro 4, lui aussi est identique aux deux formations. C'est l'entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en tenant compte du lieu et des situations d'intervention. Donc, il n'y a qu'un seul module dans ce bloc numéro 4, donc qui fait 35 heures, et c'est l'entretien des locaux, des matériels et la prévention des risques associés. Par contre, il y a deux compétences en pratique lors des stages, c'est la compétence 8 et la compétence 9. Donc, compétence 8, c'est l'utilisation des techniques d'entretien des locaux, du matériel adapté en prenant en compte la prévention des risques associés. Et la compétence 9, c'est repérer et traiter les anomalies, les dysfonctionnements en lien avec l'entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins. Dernier bloc de compétences qui est le numéro 5, celui-ci aussi est identique aux deux formations. Il repose sur le travail en équipe pluriprofessionnel et traitement des informations liées aux activités de soins, à la qualité et à la gestion des risques. Donc, il y a 105 heures de formation théorique qui repose sur deux modules. Le module 9 avec le traitement des informations, tout ce qui est transmission, et le module 10 qui est le travail en équipe pluriprofessionnel, la qualité et tout ce qui est en lien avec la gestion des risques. Donc, deux compétences à valider sur le terrain. La compétence 10 qui est rechercher, traiter, transmettre, quel que soit l'outil et les modalités de communication, les données pertinentes pour assurer la continuité et la traçabilité des soins et des activités. Et la compétence 11 qui est organiser son activité, coopérer au sein d'une équipe pluriprofessionnelle et améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité et gestion des risques. Donc, l'organisation, il y a 3 points en plus dans la formation, qu'elle soit auxiliaire de puériculture ou aide-soignante. En premier lieu, ils vont bénéficier d'un accompagnement pédagogique individualisé, appelé, qu'on appelle API, qui est de 35 heures et qui est réalisé dans les 3 premiers mois de la formation. Donc cet accompagnement aide à repérer les axes d'amélioration des élèves, des axes sur lesquels ils peuvent progresser et les aider à avancer dans ce sens. Donc, pour l'instant, c'est encore en pleine réflexion, mais nos divers axes seraient sur le français, les mathématiques,
l'utilisation des outils informatiques et éventuellement un peu de sociologie par rapport à la gestion du stress voilà, qui peuvent rencontrer lors de stages ou alors même dans la formation, lors des évaluations. Ensuite, suite à ces 35 heures d'API, ils vont avoir 7 heures de suivi pédagogique individualisé, répartis donc tout au long de la formation, pour qu'on puisse les accompagner au cours de leur formation et les aider dans ce sens-là. Et ensuite, ils auront 35 heures réparties au sein des différents modules de travaux personnels guidés. Pour valider donc la formation, ils auront toutes les évaluations au niveau de l'IFAP et de l'IFAS, plus il faut qu'ils aient la moyenne des évaluations en stage. Le tout valide donc le bloc de compétences, donc les 5 blocs, bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4, bloc 5. À ce moment-là, une fois qu'ils ont validé donc, ces 5 blocs de compétences, s'ils n'ont pas 5% d'absence au cours de la formation, ils ont donc une validation, ils pourront valider leur formation et accéder donc au diplôme d'État. Donc concrètement, comment ça va se passer pour vous en stage sur les terrains? Eh bien, tout d'abord, on a un nouvel outil qui fait son entrée, que vous connaissez déjà certainement parce qu'il existe chez les infirmiers, qui est le portfolio. Alors, ce portfolio, ça va être vraiment un outil pour l'étudiant, pour qu'il puisse suivre sa formation, faire un peu une auto-évaluation de sa formation, qu'il fasse un point sur ses acquisitions, sur ce qui lui reste à acquérir. Donc, il est quand même principalement à l'usage de l'étudiant, sauf pour le bilan de mi-stage, où là, il faudra que le tuteur remplisse un bilan de mi-stage sur ce portfolio. Deuxièmement, il y aura une feuille d'évaluation du stage qui portera sur les 11 compétences. Donc, une feuille qui sera sans doute assez similaire à celle que vous connaissez déjà, avec les différentes compétences à évaluer. Chaque compétence regroupe un ensemble de critères qui va vous permettre de comprendre un peu ce qu'on met sous le terme compétence. Et chaque critère va être évalué de 0 à 3. Et donc ça, c'est la même échelle d'évaluation qui existe déjà actuellement. Et enfin, les critères non évaluables, si le terrain de stage ne se prête pas à l'évaluation de certaines compétences, eh bien, ça ne rentre pas dans le total, comme c'est déjà le cas actuellement. Concrètement, les feuilles d'évaluation, à quoi elles vont ressembler? Alors là, vous en avez un exemple qui est l'exemple qu'on a actuellement dans l'arrêté officiel, législatif. Peut-être que vous aurez d'autres modèles en fonction des éditeurs de ces feuilles d'évaluation. Actuellement, peut-être que vous connaissez les feuilles de Berger-Levaux qu'on utilise beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas de modèle mis à jour avec les nouveaux modules et les nouvelles compétences. Mais voici sans doute un des modèles que vous pourrez voir. Alors, on a bien la période de stage qui est stipulée, en haut, période A, donc le premier stage. On aurait à gauche le bloc qu'on est en train d'évaluer, le bloc de compétences. Puis après, les compétences, vous voyez juste à droite du bloc. Et dans ce portfolio, qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, il y aura l'auto-évaluation de l'étudiant durant le stage, l'auto-évaluation par le tuteur et l'auto-évaluation finale de l'étudiant. Donc, tout ça va permettre, en fait, à l'étudiant de se positionner durant le stage, au tuteur de voir aussi comment son étudiant se positionne, d'avoir un échange entre les deux, et à la fin, de pouvoir remplir une feuille d'évaluation qui soit fiable et qui corresponde vraiment à ce qui a été vécu durant le stage. Donc maintenant, le rôle un peu des différents protagonistes durant un stage. Alors, le maître de stage ou le tuteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, comme avant, il assure le suivi de l'acquisition des compétences et il évalue ses compétences en s'appuyant sur le portfolio qu'on vient de voir. Et donc, l'évaluation comprend la notation de chaque critère, mais aussi une appréciation. Avant, vous aviez un encart qui était laissé libre pour votre appréciation. Maintenant, les appréciations sont un peu guidées. On vous demandera d'apprécier la ponctualité de l'apprenant, les différents critères comme ça qui sont évalués, comme vous pouvez le voir sur l'image à droite. Le cadre formateur référent, donc la personne de l'institut de formation qui est référent du terrain de stage. Alors, il ne viendra plus faire de MSP, donc les MSP sont supprimés dans ce référentiel de formation.
Mais, et ça c'est une volonté qui est propre à l'IFSI Paris-Saint-Joseph, on continuera à faire des encadrements pédagogiques sur les terrains. D'une part, pour venir voir nos étudiants, faire un point avec eux, mais aussi pouvoir faire une passerelle avec les cadres de terrain et qu'il y ait un lien entre l'école d'un côté et les terrains de stage de l'autre. Le cadre formateur référent, c'est aussi celui qui, en fin de formation, fera un peu la synthèse de l'acquisition de toutes les compétences de l'étudiant et donc qui fera le bilan un peu de tous ces stages. Enfin, c'est juste un bilan sommatif, hein, il va juste calculer la moyenne sur chaque module, sur chaque compétence de l'étudiant. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces modifications, qu'elles soient à la fois législatives ou des référentiels de formation? C'est que premièrement, tous ces nouveaux actes que le législateur a validés, eh bien, ça se base sur la pratique, c'est-à-dire que c'est des actes qui étaient déjà faits en pratique par les aides-soignants sur le terrain, mesurer une saturation, changer une poche de colostomie, c'est des choses qui pouvaient se voir. Donc finalement, il a juste adapté la pratique à la formation, ce qui permettra que les nouveaux diplômés sortent avec de réelles compétences techniques sur ces actes-là, et pas juste une formation dont la qualité peut être variable. Deuxièmement, ça réaffirme le rôle de l'encadrement sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de MSP, c'est-à-dire que ce n'est plus l'école qui va venir évaluer les futurs professionnels auprès du lit du patient, mais c'est uniquement les encadrants sur les terrains de stage qui vont faire cette évaluation. Vraiment, là, on est sur une égalité. Hein. D'ailleurs, vous l'avez vu sur le découpage de la formation, on est moitié de temps à l'IFSI, moitié de temps en terrain de stage. Maintenant, dans l'évaluation, c'est aussi la même chose. Nous, on n'évaluera que les blocs de compétences côté module. Vous évaluerez tous les blocs de compétences côté compétences. Et donc, les deux sont nécessaires pour valider ces blocs. Enfin, ça permet d'harmoniser toutes les formations paramédicales pour faciliter des parcours transverses. C'est-à-dire que beaucoup plus facilement, aujourd'hui, on pourra passer d'ambulancier à aide-soignant, à auxiliaire de puériculture, sans avoir besoin de refaire une formation complète, avec un temps de formation qui sera fortement allégé. Hein. Pour la passerelle, par exemple, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, on est sur presque 50% de la formation en moins, si je ne me trompe pas. Et il y a même d'autres passerelles qui sont beaucoup plus importantes. Un certain bac ont presque que 20% de la formation effectuée. Donc, ça sera des choses beaucoup plus courtes que ce qui se faisait avant. Donc, voilà un peu les messages clés qu'il faut retenir. On va de nouveau répondre à vos questions s'il y en a qui subsistent à la fin de cette présentation. Et on sera aussi éventuellement disponible par mail pour répondre à vos questions. On laissera en même temps que le PDF qu'on prendra, nous vous laisserons nos adresses mail. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, je suis cadre en unité de chirurgie ambulatoire avec ma collègue Patricia Roland. En fait, on a une question par rapport à l'histoire du certificat de formation du nouveau référentiel, parce que nous, nos aides-soignantes, elles font énormément de soins qui sont dans le nouveau référentiel que nous, on a formés, mais elles n'ont pas de certificat de formation puisqu'elles sont toutes de l'ancien référentiel. Du coup, comment ça se passe? Il faut qu'on les envoie en formation? C'est vous qui faites la formation? C'est nous qui devons contacter un organisme de formation? Il n'y a pas de précision au niveau des tutelles de ce qu'il va falloir réellement faire. Après, nous, on va être en cours de réflexion avec Martine Dauphin pour voir comment on organise des formations, voire mini-formations, pour pouvoir donner une attestation aux personnes qui sont diplômées antérieurement. Donc ça va être mis en place dans le premier, on va dire, semestre 2022, si je ne peux pas m'avancer trop, mais ça devrait être fait. D'accord, mais est-ce que ça veut dire que normalement, les aides-soignants n'ont pas le droit de pratiquer ces soins si elles n'ont pas reçu un certificat de formation? Logiquement, oui, mais depuis la nuit des temps, il y a des définitions mais pour être dans le cadre légal, il faudra, même si vous les avez formés, et vous pouvez les former aussi bien que nous, je dirais, mais il leur faudra un certificat. D'accord. Ok, voilà. Bon, c'était ça ma question. J'ai envie de dire, ne les arrêtez pas, elles font ça depuis longtemps et voilà, et on va rentrer dans le cadre. Ouais.
Et ce certificat, pour l'instant, on n'en a pas de modèle. Ouais. Donc, par exemple, faire une formation sur des aspirations trachéales dans un service, pour l'instant, on n'a aucune exigence réglementaire sur comment doit être la formation. Donc, si vous faites une formation pour apprendre à vos aides-soignants à faire des aspirations trachéales organisées par un médecin, organisées par des infirmières du service, et qu'à la fin, vous avez une feuille d'hébergement et que vous leur délivrez une attestation de présence comme quoi elles ont suivi la formation, par exemple, ça peut être des choses qui pourraient s'imaginer. Mais là, actuellement, c'est ce qui se faisait. Pour l'instant, on n'a pas plus d'enseignements sur les exigences de la DGOS par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas de questions. Si, moi j'avais une question, du coup, suite à la formation, les aides-soignants qui étaient diplômés, le métier des aides-soignants était au niveau 4 et du coup, là, ils changent de niveau. Oui, tout à fait. Donc, ça passe, on gagne un niveau, ça passe au niveau 5. C'est bien ça? Oui. Donc, le niveau 5, c'est le niveau bac. C'est-à-dire que pour accéder au métier d'aide-soignant, il n'y a toujours pas de prérequis en termes de formation, mais l'aide-soignant diplômé nouveau référentiel aura un niveau bac. Il n'aura pas le bac, mais il aura un niveau de formation équivalent bac. Donc, moi, je vais poser des questions. Peut-être que les gens se posent, mais je suis là. Concrètement, par rapport au contenu de la formation, est-ce qu'il y aura beaucoup de choses qui changent? Est-ce qu'il y a des apports complémentaires? Parce que quand on voit le libellé des blocs de compétences, des modules et des compétences, on n'a pas l'impression qu'il y a des choses, il y a énormément de choses qui changent, mais est-ce qu'il y a des choses en plus? Alors, est-ce que vous en avez identifié? Alors, c'est au niveau contenu, il n'y a pas grand changement. C'est juste que en fait, les cours ne se retrouvent pas dans les mêmes modules qu'avant. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Il y a déjà l'intitulé des modules change, mis à part le module 1. Après le module 3, qui était le module 2. Enfin voilà, ça c'est un exemple. Et après, même à l'intérieur du module, il y a certains cours qui seront dans des nouveaux modules. Voilà. Mais sinon, au point de vue contenu et apport, mis à part les actes que l'on a vus tout à l'heure, il n'y a pas d'apport en plus, sur le contenu de la formation. C'est juste une question d'organisation. Il y a un point qui a été un peu clarifié, qui a été un peu réaffirmé, c'est aussi la capacité, la formation, durant la formation initiale des aides-soignants, pour encadrer des aides-soignants, d'autres aides-soignants. Un peu comme sur les infirmiers, ils ont un module pour apprendre à encadrer. Oui, il y a cette partie en plus. Là, maintenant, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture seront formés aussi à encadrer. Et donc, ça réaffirme leur rôle aussi de futurs tuteurs sur des terrains de stage et de la transmission du savoir aux pairs, qui en tous les cas est marqué maintenant clairement, alors qu'avant, c'était pas aussi clairement stipulé. Maintenant, c'est vraiment réaffirmé. Et après, un point en plus aussi, il y a le raisonnement clinique aussi, on parle plus maintenant de raisonnement clinique plutôt que de démarche de soins et de travail et aussi de nouveaux référentiels, mais on affirme plus le travail en collaboration, en équipe pluriprofessionnelle et collaboration infirmière et aides-soignants, auxiliaires de puériculture. Ce qui change aussi, c'est la notion de réflexivité, la notion d'écriture qu'on va demander un petit peu plus maintenant aux aides-soignants et auxiliaires de puériculture, où l'écrit entre en ligne de compte avec la notion aussi des transmissions. Il ne reste plus maintenant un métier d'exécutant, on va demander une réflexivité de la part de ces élèves et futurs professionnels qui seront sur le terrain. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que sur le fond ne change pas tant que ça. La forme change et ça traduit en un changement de vision en fait, du métier d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture. On réaffirme un peu ce rôle de professionnel à part entière et pas juste dans l'ombre de l'infirmier. On mettra en ligne aussi un diaporama synthétique de cette présentation, donc en 10 diapositives, un peu un résumé, un concentré de cette présentation. Il ne faut pas hésiter à le diffuser largement autour de vous, que ce soit à vos équipes, à vos tuteurs, à vos collègues qui n'auraient pas pu venir. Et sur ce petit synthèse, vous aurez aussi un lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que nous avons conclu. Comment évaluer les compétences s'il n'y a plus de MSP?
une autre question. Ah, alors, s'il n'y a plus de MSP, effectivement. S'il n'y a plus de MSP, l'évaluation, en fait, ce sera plus une évaluation continue avec bien sûr la partie raisonnement clinique qui est bien sûr la démarche de soins qu'il faudra faire donc aux élèves soit auxiliaires de culture ou élèves aides-soignants, puisque à chaque raisonnement technique, la démarche de soins est un outil de travail, donc à chaque patient sa démarche de soins. Et c'est une évaluation donc, qui sera continue avec un bilan intermédiaire et un bilan final, et avec surtout entre le bilan intermédiaire et le bilan final, un ajustement de la posture Oui, ça veut dire que le référent de stage va être continu auprès de son élève, doit vérifier, observer ses capacités d'apprentissage et l'évolution de sa pratique tout au long des soins qu'il prend en charge, soit auprès de l'adulte, soit auprès de l'enfant. Voilà, c'est une continuité. Ça va demander sûrement de la part des référents de stage une implication peut-être plus importante, avec une observation plus fine, entre guillemets. Toujours peut-être important, c'est notre axe aussi, lier la théorie et la pratique. Hein, c'est ce qu'on demande à des futurs professionnels, pas simplement de réaliser que des soins. Il faut comprendre bien évidemment le soin qu'on réalise. Et pour la compréhension de ce soin passe aussi par la notion théorique. Et un peu comme ce qui se fait avec les infirmiers, on n'a pas de MSP et ce qu'on évalue, c'est la progression aussi durant le stage, la façon dont l'élève se comporte auprès des patients, auprès des professionnels, et les capacités d'analyse qu'il arrive à mettre en place et qui permettent au tuteur d'évaluer son niveau d'acquisition des compétences. Donc, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Donc, si jamais on avait d'autres directives qui arrivaient ou d'autres décrets qui arrivaient qui finalement formalisaient un peu toute cette problématique de certification des compétences pour les anciens élèves et les professionnels donc un peu plus âgés, on refera un point là-dessus avec un nouveau webinaire et on mettra de nouveau en ligne des vidéos pour que vous puissiez les suivre, même si vous n'êtes pas disponible au moment du webinaire. Donc voilà, écoutez, merci à tous. J'espère qu'on a répondu bien à vos questions au maximum. Et à très bientôt alors.